Attends, du coup, je raconte un truc quand même. Je peux faire une digression avant? Tout à fait. Hier, je suis allé à la clôture d'un festival où le festival va peut-être s'arrêter, une espèce de suspense. Et ils avaient décidé de passer Vie sauvage de Cédric Kahn, qui était venu, mais en coup de vent, tout ça, donc il n'y avait pas de débat. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, je pars, tout ça. Et je vais voir les 12 dernières minutes de Vie sauvage. Et là, je tombe en gros plan sur Céline Salette. Bon, je me dis, ah, c'est marrant, elle vient demain, tout ça, c'est rigolo. Et 4 minutes plus tard, je suis au bord des larmes. Mais vraiment, c'était un super gentil, j'ai eu l'impression qu'elle allait me prendre un témoin. Et honnêtement, oui, il suis encore plus content d'avoir revu cette fin de film. Vous voyez toutes les dates là, en ce moment, tout ça. Voilà, je vais excellent. Voilà. Et Farid, on avait vraiment beaucoup aimé les coups de algérien, au BDS, Farid et moi. Et on a énormément aimé Rouge, mais je ne dis rien de plus parce que je ne voudrais pas influencer le jury. Bon, c'est le dernier film en compétition, puisque le film de François Bégodeau qui lui succédera n'est pas dans la compétition. Farid, on dit un petit mot avant le film, et puis on parlera longuement tous les quatre à la fin de la projection. Bienvenue à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, je suis très content de le projeter à Montreuil, parce que c'est chez moi depuis 15 ans. Vous l'aurez vite compris, la moitié de la salle, c'est des copains. Vendu. Non, je suis très heureux. Je ne vais pas trop parler avant le film, je préfère que vous le découvriez, puis qu'on discute après, on garde un petit peu de temps pour en parler. Alors du coup, je rebondis sur la dimension montreuil parce que c'est rigolo, je l'ai raconté à toi, mais hier, on a reçu Johannes Farr et c'était super. Vraiment un incroyable numéro. Le mec va faire du musical un jour, en fait, il va faire du one-man show. Quoi. Et il commence quand même en disant, j'ai plein de copains montreuillois, tout ça. Il y en a un qui essaye de me convaincre que je viens d'être invité dans la meilleure salle de cinéma du monde. Et en fait, en regardant le fil d'actualité Facebook, je me rends compte que le type qui a écrit cette formule, le meilleur cinéma du monde, s'appelle Farid Bentoubi. Donc je suis convaincu, je suis là. Voilà, ce truc est pipeau, tout ça, les dés sont pipés, tout ça. Et j'ai reçu ce matin un message de Johannes Farr disant « Il avait raison, c'est vraiment le meilleur cinéma du monde, je reviens quand vous voulez. » Merci à vous, à tout à l'heure. Zita Amro, Céline Salette et Farid Bentoubi. Et un petit peu de lumière sur scène. Merci. Allez, on commence. Je pose quelques questions à chacune et chacun, puis on passera la parole à la salle assez rapidement aussi. Farid, on va commencer par toi parce que tu boucles la compétition du coup du festival et elle avait été ouverte par Ibrahim de Samir Ghesni, autre Montreuillois. Et à la fin du générique d'Ibrahim, c'est le jury qui s'en va délibérer au passage, il y avait la dédicace à son père. Et en fait, l'histoire est tellement l'histoire d'un rapport fille-père qu'on se dit que peut-être le tien a à voir avec cette histoire-là. C'est moi, des réalisateurs arabes, ils ont toujours des trucs avec leur famille. C'est ça. Non, j'ai un peu lu le dossier presse, c'est pas seulement la consonance des noms. Oui, non, c'est un peu la suite de Good Luck Aja. C'est sûr que j'ai. Après, le film d'après, normalement, il n'y a pas de. Mais, enfin, je suis en train d'écrire, je ne sais pas encore. Mais il y a. Oui, c'est sûr que je raconte l'histoire de ma famille à travers le film aussi, parce que mon père était ouvrier, il a fait les 3-8 toute sa vie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les 3-8, c'est travailler aussi la nuit, travailler le jour, être décalé, travailler 2 jours la nuit, puis il y a 3 jours de pause, puis on travaille 2 après-midi, puis 2 matins. En fait, on a toute notre vie comme ça, enfin, toute sa vie, pendant 35 ans, il n'a pas pu avoir ni d'activité, d'association ou autre, parce qu'en fait, toute sa vie est décalée. Donc on ne savait pas, nous, des fois, ils faisaient la sieste, l'après-midi, le machin, enfin... C'est des vies qui sont entièrement consacrées au travail, en fait, à l'usine, qui sont épuisantes, puisque lui, il travaille dans l'aluminium, dans la métallurgie, et il était très engagé dans les syndicats. La CGT, il faisait beaucoup de manifs, on a fait des blocages d'usines avec lui de tout petit. Alors, je me rappelle surtout de l'usine Vico, parce qu'on est des chips, c'était de l'usine Mico. Ouais, c'est ça, les glaces. Ouais, c'est ça. Et parce qu'on avait des glaces, donc voilà, je me souviens de ça quand j'étais enfant, mais aussi des manifs, de tous les soirs, en fait, comme la scène où Samy travaille sur ses dossiers avec le code du travail et ça. Mon père, il a beaucoup appris le français sur le code du travail, en fait. Et donc, il y a en effet raconter ce monde ouvrier qui est peu raconté au cinéma, en fait.
Alors ça, c'est une partie des faits réels qui inspire le film, mais on imagine que là, dans la formule de fin inspirée de faits réels, le récit principal, il est aussi inspiré de faits réels. Oui, il y a ça, c'est vrai que... Gardanne. Ouais, tout à fait. Alors il y a aussi l'accident du travail. Mon père il est parti à prendre la retraite à cause de ça, et puis il y a beaucoup de ses amis qui sont morts à cause de l'amiante, qui sont morts aussi au travail. Et en effet, moi je commence l'écriture du film en me renseignant sur l'usine de Gardanne, qui est une usine qui a rejeté pendant un siècle des bouts toxiques dans la Méditerranée, d'abord à terre et puis ensuite dans la Méditerranée. Alors il se trouve qu'il y a 15 jours, ils ont arrêté leur rejet toxique. Ça fait déjà 15 ans qu'on leur demande d'arrêter, donc il y a 15 jours, ils ont réussi à arrêter. Mais il y a toujours tous les rejets qu'ils ont fait à terre qui n'est pas réglé. C'est le lac qu'on voit dans le film, enfin à la fin, les images qu'on voit dans le film, c'est des images de ces rejets toxiques à Gardanne, à côté de Marseille. Et le lac, nous, par contre, on l'a filmé, c'est un lac à côté de Grenoble, parce qu'on a tourné à Grenoble en partie, et qu'on a ensuite pollué avec des effets spéciaux. Voilà. Mais en effet, ça raconte l'histoire de cette usine en partie, puis ça raconte d'autres histoires de lanceurs d'alerte, puisque je me suis beaucoup documenté pendant 2 ans et demi sur... il y a un documentaire qui est passé d'ailleurs sur Arte, sur France 3 il n'y a pas longtemps, sur Karim Ben Ali, qui est un intérimaire qui conduisait un camion. On lui a demandé, ArcelorMittal lui a demandé de rejeter des produits toxiques dans la nature. Il a filmé ça, il s'est dit c'est pas possible, c'est dégueulasse. Il l'a mis sur internet et il est devenu lanceur d'alerte un peu malgré lui. Et maintenant, ça fait 10 ans qu'il trouve plus de boulot, qu'il est sur liste noire. Ses 2 frères se sont fait virer. Sa situation est catastrophique, comme beaucoup de lanceurs d'alerte. En fait, ils ne sont pas soutenus. On croit qu'ils sont soutenus. Il y a une loi qui est censée les protéger, qui ne les protège pas du tout. Et souvent, ils se retrouvent au chômage, ils sont blacklistés. Il y a une lanceuse d'alerte aussi qui a permis à ce que la France récupère des centaines de millions d'euros d'impôts et qui, elle, est au chômage avec aucune aide, rien, pas soutenue du tout. Donc c'est vrai que la situation des lanceurs d'alerte, elle est... Moi, ce qui m'intriguait, c'est le courage de ces gens, en fait. C'est comment, du jour au lendemain, ils décident de sacrifier une partie de leur vie pour ça. Le gars qui a lancé l'alerte sur Gardanne, Olivier Dubouka, qui m'a beaucoup aidé dans l'écriture du scénario, lui, il m'a dit, pendant 3 ans, j'ai mangé des pâtes. Il a eu 60 000 euros de procès. Parce que Alteo, qui dépend d'un énorme groupe industriel, n'a pas arrêté de l'attaquer dès qu'il sortait des images, tout ça. Donc c'est José Bové qui a en partie payé ses procès, mais 60 000 euros de procès, c'est énorme, et c'est beaucoup de temps passé. C'est sacrifié sur sa famille, sur sa carrière, tout ça. Donc voilà, c'est ça qui m'intriguait, et le rôle de lanceur d'alerte. Et après, c'est vrai que pendant l'écriture, il se trouve qu'à Montreuil, pas loin d'ici, il y a beaucoup de parents d'élèves dans la salle qui étaient avec moi à une manifestation contre une usine qui s'appelait l'usine verte parce qu'elle était verte, mais elle n'avait rien de vert. Et en fait, donc on a manifesté parce que cette usine rejetait des produits toxiques et des émanations toxiques. Il se trouve que cette usine a fermé, en partie, grâce à ces manifestations. Mais il y a 13 personnes qui travaillent dans cette usine qui se sont retrouvées au chômage. Cette usine, c'était impossible qu'elle continue à produire ce qu'elle produisait dans ce quartier. C'est un quartier d'habitation, c'était à 50 mètres de l'école où va ma fille. C'était impossible que cette usine continue. Alors, je te dis Chrome 6, qui est interdit partout en Europe, il y a juste Airbus qui a eu une autorisation pendant 15 ans, grâce à son lobbying, de pouvoir continuer à utiliser le Chrome 6, qui est cancérigène, toxique. Donc le film s'inspire aussi de ça, c'est-à-dire que je pose la question, en effet, il faut que ces usines s'arrêtent, mais qu'est-ce qu'on fait des 13 personnes qui sont au chômage? Aujourd'hui, plus personne ici dans la salle, tous les gens qui ont manifesté avec moi, on n'a aucune nouvelle de ces 13 personnes qui sont au chômage. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a c'est vraiment un débat dans les 10, dans les 20, dans les 30 prochaines années, dans les 50 prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces usines qui polluent, quoi? Comment on fait? On fait avec Fessenheim. Fessenheim, ça a pris longtemps à fermer, il a fallu la fermer, c'est une vieille centrale nucléaire qui était toute pourrie. Il y a 3000 personnes qui se retrouvent au chômage, mais il fallait la fermer. Donc voilà, c'est un gros débat de société qu'il faut lancer, je pense que... Voilà. Un gros débat qui a rebondi récemment au moment du Covid, où la question c'était est-ce qu'on préserve la santé des gens ou est-ce qu'on relance l'économie? Enfin, c'est une question qui est vraiment... Ouais, complètement. Alors cette question-là est comprise dans cette dimension politique au cœur du film, mais il y a aussi vraiment au cœur du film le rapport au père, cette espèce de rapport conflictuel, y compris sur le rapport à la vérité, tout ça. Dans quelles circonstances est-ce que tu as été contacté pour le film et comment ensuite, toi, tu t'es déterminé à accepter ce rôle-là? Alors, dans les circonstances, c'est Farid qui m'a envoyé le scénario, peut-être Fred Jouve, le producteur, et je l'ai lu tout de suite, et je me suis dit qu'en fait, ce que j'ai aimé dans Rouge, c'est en effet toute cette question politique, sociale qui est au cœur du film, mais aussi tout cet aspect tragédie, comme ça, et comment la recherche de la vérité peut détruire une famille, mais aussi de laisser les mensonges enfouis, et donc la métaphore avec ce qui se passe dans les tuyaux et ce qui pourrit cette usine.
Et en fait, c'est ce qui pourrit cette famille aussi, qui est en train de la détruire, la grignoter. Et c'est vrai que j'ai trouvé que le parallèle entre à la fois le côté vraiment ancré dans une réalité sociale et en même temps il y a du cinéma et beaucoup de fiction et quelque chose de quasi mythologique aussi, ça m'a tout de suite énormément plu. Et j'ai trouvé que le personnage de Nour, elle avait un côté Hamlet aussi dans cette espèce de recherche de la vérité, cette vérité à tout prix et quitte à tout détruire comme ça autour d'elle, et ce dilemme dans lequel elle est, avec ce père qu'elle aime tant. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a énormément émue en fait à la lecture. En plus, voilà, c'était des questions que je me posais, et c'est vrai que d'un coup, de voir ce rapport père-fille comme ça au cinéma, et ce que je vois rarement en fait, parce qu'on a souvent père-fils, mère-fille, mais pas souvent père-fille. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était qu'à la fois, donc artistiquement, je pouvais visiter plein de questions, et aussi personnellement aussi visiter plein de choses. Et donc je me dis, c'est ça aussi pour moi les films, et comment j'ai envie de les faire aussi, c'est que ça me touche à plein d'endroits. Et ouais, donc voilà. Et juste une insiste, Farid, au début, tu avais envisagé que ce soit un garçon le héros du film, et puis ensuite tu as basculé sur... Tout à fait. Ouais. Pour cette question-là, oui, c'est ça. Non, oui, alors au tout début, la toute première version du scénario, j'ai vraiment pensé à Zita et à Céline aussi, mais à Zita et à Sally comme couple père-fille, en effet. Et puis, je suis revenu. En fait, j'avais écrit toute l'histoire avec mon co-auteur, avec père-fils, père-fils, père-fils. Je suis parti 10 jours m'isoler pour écrire le scénario, et je suis revenu avec père-fille. J'ai filé à mon producteur, à mon co-auteur m'a engueulé en disant, c'est pas du tout ça la mythologie, c'est pas du tout ça la psychologie, c'est pas ça la psychanalyse, c'est père-fils, c'est ça qu'il faut écrire. Et comme je me suis engueulé, pendant 1 an après, je me suis remis à travailler sur père-fils. Et en fait, on était à 3 mois du tournage, je me dis, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, j'avais fait le casting, j'avais choisi le mec, j'avais commencé à travailler avec lui, et en fait, je me faisais chier, quoi. Enfin, je trouvais ça déjà vu 1000 fois, en fait. Quand je voyais les scènes, je travaillais les scènes avec lui, puis je disais les scènes avec Samy, j'avais déjà vu ça 1000 fois, et je repensais toujours à Zida et à ma première version de scénario, et je dis à mon producteur, c'est pas possible, en fait. C'est écrit pour un père et une fille, et j'ai proposé le film à Zida, en fait, j'ai pas réécrit le scénario, en fait. J'ai juste changé le prénom. Et je voulais pas féminiser le rôle, je voulais pas insister là-dessus, de même que j'insiste pas sur les origines maghrébines de Slimane et de Nour. J'avais pas envie d'insister sur le fait que ce soit une femme, qu'elle allait se faire, je sais pas, ostraciser à l'usine et tout ça, pas du tout. Donc du coup, et elle porte la féminité, elle porte cet engagement-là, et je trouvais ça super, quoi. Et même dans la relation au père, je la trouve hyper moderne, leur relation, parce que justement, elle est pas écrite comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est ce qui m'a énormément plu, et c'est pour ça que Nour, c'est un héros, une héroïne. C'est en effet que ce soit pas genré comme rapport. Et ça, c'était quelque chose d'hyper plaisant aussi à lire et à interpréter, en fait. Et quand tu disais tout à l'heure, je parle de mon père, ma fille qui ici s'appelle Nour, ça, et elle se rebelle contre son père, ça dans le film. Ça, j'ai réglé aussi le problème avec ma fille. J'ai tout réglé en un film. Bien joué, mais ça, je suis tranquille, je vais passer à autre chose pour les prochains films. C'est un message pour elle, pour qu'elle puisse se rebeller contre moi, qu'elle n'est pas, voilà, qu'elle soit pas intimidée, quoi. On va en parler ce soir, c'est la première fois qu'elle voit le film aujourd'hui. Céline, je voulais que tu nous racontes toi comment tu t'es retrouvée sur ce film, y compris parce que pour le coup, on a l'impression que le film investit aussi une part de ta personnalité qui est assez militante, enfin, et que le personnage est, lui, vraiment du côté de l'action militante. Et donc on te reconnaît un peu dans ce qu'on connaît de toi, mais dans le film. Voilà. Du coup, comment tu t'es retrouvé là et comment toi tu t'es retrouvé dans ce personnage? C'est drôle parce que quand Farid en parlait, je me suis rappelé que j'avais fait des essais avec 2 garçons et je me rappelais pas. Ah oui. C'est tellement moins bon que ça. J'ai fait des essais avec 2 types qui ont complètement disparu. Ils se sont pris 2 coups de balle dans les genoux. Ouais, qui a des difficultés à marcher, mais ils s'en sont remis. Et en fait, c'est vrai que c'était quand même vachement plus. On est content de la regarder. Et en plus du fait qu'elle soit une merveilleuse actrice. Et donc, tout ça pour dire que, bien sûr, j'étais quand même très heureuse de me voir investie de ces mots et de cette charge de vérité dans le film, puisqu'effectivement, grâce à Farid, j'ai rencontré Olivier, et que quand tu rencontres des personnes qui
11 combats qui le mènent et qui l'ont mené, c'est quand même une claque. Ces gens dédient une partie de leur vie au bien commun. Donc, je veux dire, très peu de gens font ça. Hein. Moi, je ne fais pas ça. Hein. Non, mais c'est vrai, ce sont de véritables héros dans ce sens-là. Donc, c'est merveilleux de pouvoir les rencontrer et puis porter un tout petit peu de leur combat, enfin, ou de leur bataille. Et l'autre chose que je portais quand même dans le film, c'était mon bébé. Oui. Qui était le vrai. Ouais, le vrai bébé. Et donc, j'ai eu cette chance merveilleuse que Farid ne me disqualifie pas. Puisque quand il m'a proposé le rôle en janvier, j'ai pas fait semblant que j'étais enceinte, même si ça ne se voyait pas. Je lui ai dit, je voudrais quand même te dire quelque chose. Un petit détail qui va se voir beaucoup dans quelques mois. Et donc, j'ai eu cette chance merveilleuse qu'il puisse saisir cette réalité sans en faire une histoire, encore une fois, dans le film. Parce que moi, je n'ai jamais vu au cinéma. C'est-à-dire que dès qu'il y a une femme enceinte, c'est une histoire. Alors que là, bon, c'est un détail de l'histoire, hein, parmi d'autres. Ce qui est merveilleux, parce que dans la vraie vie, les femmes sont enceintes, par ailleurs, il y a des milliers d'autres choses. Et puis par ailleurs, il y a des femmes enceintes journalistes, et c'est immédiatement la réalité qu'il a embrassée. Je le remercie, parce qu'en vrai, normalement, quand l'actrice est enceinte, au placard, hein. Bonjour, revenez quand vous aurez un corps qui pourra servir à raconter des histoires sur lesquelles on pourra projeter un peu de fantasme. Non mais c'est vrai, en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est ignorer la part de fantasme que peut inspirer le corps de C'est vrai, mais je dois vous avouer que les gens manquent d'imagination. Donc c'est vrai que chance merveilleuse, et puis oui, quand même dimension merveilleuse pour moi, et puis j'espère un peu aussi pour le film de pouvoir incarner ce passage de relais à des générations futures. C'est quand même ce qui nous importe en tant que parents et puis en tant qu'être humain. C'est vrai qu'Olivier Dubuquois, lanceur d'alerte, il est assez incroyable. Il a une position qui est pour que ce soit clair, parce qu'en fait, dans le film, les deux sont qualifiés ou pas de lanceur d'alerte. D'ailleurs, elle dit qu'elle n'est pas une lanceuse d'alerte. Donc Olivier Dubuquois, il inspire lequel des deux personnages? C'est vraiment le lanceur d'alerte. D'accord. Après, lui, il est un peu entre les deux, parce qu'en fait, il ne travaillait pas à l'usine. Il avait fait une thèse de géographie et juste il se baladait dans le coin. Donc il a vu ce lac rouge à côté de Gardanne et il se baladait dans le coin, quoi. Mais lui, c'est intéressant, c'est qu'il a rencontré aussi les syndicalistes, il a aussi rencontré les ouvriers. Et quand il parle de lancer l'alerte, c'est pas contre ces gens-là, c'est vraiment contre l'usine. Et c'est intéressant parce que lui, il est allé chercher très loin à force de. Quand il rencontre Greenpeace, quand il rencontre des grosses organisations comme ça, comme il y a une petite scène dans le film aussi où elle rencontre des gens qui essaient de la guider, on peut imaginer c'est Greenpeace ou une organisation comme ça. On se rend compte que le problème est au-dessus, et c'est ce que lui raconte aussi la journaliste quand elle lui dit mais ils vont l'avoir l'autorisation parce que ça passe au-dessus. Nous, notre petite usine verte dans le quartier, on s'est retrouvé à se battre contre des CRS qui nous matraquaient, on s'est retrouvé à bloquer les ouvriers qui allaient bosser, mais en fait on se rend compte que le problème il est pas là. Quand le patron il arrivait en disant laissez travailler mon usine, et on lui pose la question, il dit arrêtez de travailler avec le Copsis, mais on m'oblige à travailler avec ça. Je pourrais travailler avec autre chose, mais on m'oblige. Qui vous oblige? Safran. Et Safran, en fait, il travaille pour Airbus. Et en fait, on se rend compte que Airbus négocie au niveau européen l'autorisation d'utiliser un produit toxique, qui délègue à Safran, qui délègue à une entreprise, qui délègue à cette usine pourrie. Et cette usine pourrie, on s'est rendu compte après que les deux mecs qui bossaient, qui trempaient le Cropsys, c'était des intérimaires. Et c'est les premiers à s'être fait virer, en fait, parce que le patron a dit c'est sans doute eux qui ont parlé, et les deux intérimaires sont fait virer. Donc en fait, on rentre dans un système où nous, on est face à des ouvriers, face à des CRS, alors qu'on est parents d'élèves. Alors qu'en fait, c'est Airbus qui, tout en haut, a délégué pour se laver des responsabilités, quoi. Et Olivier, il lui raconte hyper bien comment, à Gardanne, on met les syndicalistes, on met les ouvriers face à des écolos, et il dit, mais en fait, on est face à face, alors qu'on est quelque part dans le même camp. Et c'est terrible, en fait, la machine qui est en marche. Donc c'est un peu c'est pas naïf, mais c'est un peu bateau de dire, voilà, c'est les grands patrons qui décident et tout, mais en vrai, si, il y a un vrai problème décisionnel de ceux qui sont en responsabilité, en fait. Vous voulez ajouter quelque chose? Je suis pas sûre. Non, mais je voulais avouer dans le sens de ce que disait Farid, c'est pour ça que je vous disais que c'est utile de dire que ce qu'a dit Farid, c'est pas sûr. Non, mais il y a une idéologie derrière. Je veux dire, il y a quand même une volonté de ne pas faire autrement. C'est ça que je veux dire. Mais c'est pas brillant. Merci, au revoir. Bonsoir, j'ai 4 questions. Première question. Comment s'est faite la rencontre
comment s'est faite la rencontre avec Céline, Samy Bojala et Zita? Première question. Deuxième question, comment mesurer ton âge? Troisième question, le prix du film. Et quatrième question, les projets pour la suite, Céline et Zita. Merci. Alors, le budget de film du 2,4 millions, le nombre de semaines, ce qui n'est pas beaucoup, hein, on était juste sur tout. Le nombre de semaines de tournage, c'est 6 semaines, c'est très très court aussi. Normalement, c'est 7 ou 8 semaines pour tourner un film, et là, voilà, c'était court, c'est comme ça. Et Zita, j'ai raconté un peu comment j'avais rencontré. Samy, j'avais déjà travaillé avec lui sur Good Luck Algeria, j'avais vraiment envie de retravailler avec lui, et le rôle, je l'ai écrit pour lui, j'ai vraiment pensé à lui, et je le trouve, à chaque fois que je revois le film, je le trouve magnifique. Et puis Céline, comme elle le disait, elle était là, bizarrement avant Zita, elle fait les essais avec les garçons. Parce que je voulais quelqu'un qui ait de l'autorité en fait, quelqu'un qui ait une force de caractère, une force de... voilà, et qui soit... Et surtout son texte était écrit, donc elle n'a pas besoin... Et belle et tout ça, et du coup je me suis dit, c'est Céline, il y a qu'elle, quoi. Non, mais c'était un vrai plaisir. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que les comédiens travaillent de façon totalement différente. Ça, c'était passionnant, ils sont tous magnifiques, il est gourmet aussi, il est incroyable, et ils travaillent tous de façon différente, et pour moi, c'était vraiment une découverte... Bon, déjà, Good Luck Algeria, un premier long métrage, c'est toujours une découverte. Un deuxième, Zita et Samy sont très spontanés, ils balancent tout de suite, ils sont très instinctifs et tout ça. Céline, elle est plus réfléchie, elle prend le temps de rentrer dans la scène, on discute beaucoup, et une fois qu'elle rentre, après, elle écoute énormément le comédien qui est en face, donc ça, c'est hyper agréable, parce qu'ils se répondent, et puis je crois que Samy, vous avez joué avec lui, c'est un mec qui balance une énergie, il est hyper sincère. Samy, il joue pas, quoi. Il est dans la scène, il est sincère, il arrive, il est prêt. C'est des comédiens qui sont hyper pros, qui bossent énormément, et c'est un vrai bonheur, quoi. Gourmet, c'est pareil, il est adorable. Gourmet, quand on tournait, au début, moi c'était Gourmet, quoi. J'ai vu tous ces films, j'étais en admiration. C'est pas que j'étais pas en admiration pour vous, mais c'est bon, voilà. Et donc je le dirige. Et je vois qu'il fait oui. Qui s'en va. Donc moi, jeune réalisateur, je me dis, c'est ridicule, j'ai dû lui dire un truc débile. Et donc il joue, et puis je lui dis, Olivier, c'est bien si tu faisais ça, et il me regarde, il fait Et je lui dis, merde, là il se fout vraiment de ma gueule, je veux vraiment être nul. Et en fait, je le vois après marcher dans le couloir et répéter ce que j'étais en train de lui dire. Donc en fait, non, mais c'est juste qu'il prend tout avec des contractions, et c'est un vrai bonheur. Sachant qu'Olivier Gourmet vient du cinéma des Frères Dardenne, qui sont coproducteurs de ton film. Tout à fait. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt voilà, un compliment. Le film, il est épais, les personnages sont très épais, ça fait plaisir en fait d'être dans un polar comme ça, où il y a des personnages aussi forts. Et du coup, je trouve que le personnage de Céline, il amène aussi énormément sur le fait qu'on a l'impression parfois que l'écologie c'est un problème de CSP+, et qu'à un moment donné, voilà, il y a des révolutions bourgeoises, et qui pour les deux personnages permettent de montrer qu'un dialogue social est possible, qu'il y a des dialogues qui peuvent avoir lieu, qui peuvent amener à des choses positives comme tout ça. Et du coup, voilà, c'était beau de voir cette mythologie se mettre en place, et voilà, donc bravo. Monsieur Deltouni. Merci. C'est un garçon. Une question de fond? C'est une question de fond, hein. Oui. Ah, il s'appelle comment? Prochaine question. Il s'appelle Joseph. Donc, pareil, c'est un compliment. Je trouve que le film tricote super bien. On y fait différentes dimensions. La mythologie, l'émotion, le polar, l'écologie, l'aspect documentaire. Et je voulais savoir si dans l'écriture du scénario, puis dans le tournage, puis dans le montage, puis dans la production, la diffusion et la façon de communiquer sur ce film, vous êtes embêté avec une question de genre. Et est-ce que vous avez mis des barrières par rapport à ça, ou est-ce que dans une façon d'aborder les scènes, c'était une question qui se pose, parce que je trouve qu'il est assez inclassable à ce niveau-là, ce film est rare comme ça. Et est-ce qu'il a fait l'humilité artistiquement pour garder cette mixité-là dans le ton et dans le fond? Ouais, alors
il y a le distributeur qui est dans la salle là, et qui... Grégory, on peut même applaudir parce que c'est quand même aussi grâce à lui qu'on a la journée. Ouais, c'est super délicat, mais Good Luck Algérien était déjà comme ça, où il y avait de l'émotion, il y avait de la comédie, on était inclassable, et du coup, je me rappelle que Canal+, à l'époque, nous avait pas pris, parce qu'ils ne savaient pas dans quelle case nous mettre, en fait, parce que c'était drôle, mais c'était pas non plus, voilà, pas assez, et c'était pas Rasta Rocket, c'est Rasta Rocket où il pleure à la fin, du coup ça allait pas, et là c'est pareil, en fait, c'est documentaire, mais en même temps c'est un thriller, et en même temps c'est une histoire de famille, et c'est très pénible, et en fait j'ai l'impression que je fais que des films comme ça, qui sont pas dans les cases, quoi. Et France 3 nous a pas pris ce coup-ci parce qu'on n'était pas dans les cases. Donc voilà, j'ai un problème de cases. Et ils disent vraiment ça pour justifier le oui, fait de pas... ouais, ils disent le film n'est pas assez identifié à un genre. Ouais, c'est difficile, on ne sait pas quel public cibler, tout ça, quoi. Donc après, évidemment, ils encouragent de sortir. On va essayer de cibler un peu tous les publics. Mais non, je trouve ça intéressant justement de mélanger les gens. Après, c'est vrai que par exemple, les Bouts Rouges et Gardanne, on va essayer de ne pas trop communiquer dessus parce qu'on n'a pas envie que les gens y aillent en se disant c'est un documentaire sur les Bouts Rouges. Il y a eu une pétition avec un documentaire déjà de Thalassa qui est génial sur les Bouts Rouges. La pétition a été signée par 500 000 personnes, donc il y a beaucoup de gens en France qui sont au courant de ce problème-là et de cette industrie-là, surtout en région PACA. Donc le film n'est pas un documentaire, quoi. Moi, je prends beaucoup de choses documentaires, je me renseigne énormément, et une fois que j'ai tout ce matériau-là, au bout d'un moment, je l'oublie. En gros, pendant une année et demie, je me documente beaucoup, je regarde beaucoup de films aussi, tous les Erin Brockovich que j'ai revu 3 fois, Dark Waters que j'ai vu 2 fois. Je revois tous ces films-là, et je revois aussi des films sur l'usine. Je veux dire, Ressources humaines, qui est sorti il y a 21 ans maintenant, qui raconte l'histoire d'un fils qui retourne dans l'usine de son père, alors qu'il est diplômé et tout ça, et qui met en cause toute la gestion de l'usine. C'est inspiré de ça aussi, quoi. Ces inspirations-là, j'essaie de les mettre de côté au bout d'un an et demi, et de vraiment écrire la fiction, vraiment plonger dans les personnages et tout ça. Donc après, c'est inspiré de la réalité, et en revanche, tous les rôles, par exemple le rôle de journaliste a été relu par une journaliste qui est dans la salle, merci Marion. Le rôle de syndicaliste qui a été relu par mon oncle qui est syndicaliste, le rôle d'infirmière a été relu par une infirmière. J'essaie que tous les rôles soient hyper précis, hyper bien écrits, et qu'il n'y ait pas de clichés, qu'il n'y ait pas de fausses notes, et qu'on se dise pas ah ouais mais attends, parce qu'en fait quand il parle d'accident du travail c'est complètement bidon, bah non, enfin tout est hyper documenté par contre. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui donne un côté documentaire, ou en tout cas réaliste et documenté. Ouais. C'est pas documentaire, c'est documenté. Ouais. Moi, je suis juste sur la dimension pour le documentaire, mais c'est pas pour le film dans son ensemble, mais c'est que quand tout à coup surgit du décor véritable, le film prend vraiment une autre ampleur en fait, parce que effectivement ça fonctionne par strates, et il y a cette espèce de plaisir du conflit familial qui est vraiment une première strate. Il y a le plaisir de la dimension politique, revendicative et militante, et puis tout à coup il y a cette inscription dans le décor complètement dingue, la trace que ça laisse, cette espèce de cicatrice dans le paysage. Et là, tout à coup, il y a une espèce de changement de niveau en termes de cinéma aussi, qui fait qu'on est à la fois très près des acteurs, très près des personnages, mais aussi voilà, soucieux d'un environnement plus large et d'une dimension plus grande, ce qui lui donne une troisième porte d'entrée, enfin pour le spectateur en tout cas. Donc autant les directeurs de chaîne peuvent ne pas comprendre qu'on peut être sur plusieurs genres à la fois, autant nous, spectateurs, le plaisir de notre film, il est précisément dans la façon de passer d'un axe à l'autre, d'un genre à l'autre, et progressivement de monter en gamme, j'allais dire, pour avoir un film plus ample que simplement un conflit familial, ce qu'on pourrait penser au début que le film est. Bah, comme dans la vie, en fait, tout est mélangé, quoi. C'est le travail, les enfants, la vie de famille, les problèmes, et voilà, tout est mélangé. Ouais. Mais après, c'est vrai que par rapport à la dimension, à l'image, le lac rouge, l'usine aussi, on a rougi complètement, elle n'est pas du tout rouge, c'est une usine en Savoie, et puis on l'a aussi tourné en partie en Belgique. Parce qu'on ne pouvait pas tourner à l'intérieur des usines en France à cause de Cérézo, à cause de Vigipirate, tout ça, on a dû aller tourner en Belgique, où ils sont plus cool sur la réglementation. Et donc on a tout rougi en effets spéciaux derrière, ou alors certaines parties à l'argile et tout ça. Donc c'est vrai que j'avais envie, moi, d'un choc de cinéma, et ce choc-là, je l'ai eu quand je suis à la Gardanne, marcher, parce que en fait, l'usine, elle est hyper sécurisée à Gardanne, les rejets et tout ça, mais en fait, on peut, en allant dans la forêt, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment il y a toute une forêt, avec aucune route qui passe, il n'y a que des chemins. Et ils ont mis des barrières tout autour, et en fait, quand on se faufile entre les barrières, on arrive et on découvre le lac qu'on voit à la fin, là, qui est immense. En fait, de l'extérieur, on ne le voit pas du tout. Il faut le survoler, ou alors vraiment aller randonner et passer les barrières pour le voir. Et quand on le voit, c'est un choc... c'est irréel, en fait. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi. Je trouve que c'est vraiment des images de cinéma, c'est des problèmes de pollution qui sont irréels, vraiment.
ça a des niveaux de rejetés comme ça sur des kilomètres carrés, des bouts toxiques, c'est incroyable. Enfin, j'ai encore du mal, même après avoir travaillé 3 ans sur le film, à dire mais comment ils ont pu faire ça vraiment? Comment des gens ont pu la responsabilité? Quand tu es à Gardanne, l'usine elle est bien rouge, tu la vois bien. L'usine elle est bien rouge à Gardanne, ouais. Et toute la ville est rouge, hein. Toute la ville est recouverte de poussière. Ouais. Sauf qu'elle est plus rouge, hein, depuis les dernières municipales. Ah oui, politiquement. Ouais. Mais il y a aussi ce sens-là au titre. Monsieur. Oui, c'est un témoignage plutôt qu'une question. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage est soumis à des contradictions. Et du coup, il n'y a pas du tout de manichéisme dans la manière de traiter. C'est celui qui veut sauvegarder son emploi à tout prix et puis qui est confronté à cette espèce de mutisme devant le danger, etc. L'infirmière qui est dans son débat entre le point de sa profession, mais aussi sa famille, et puis le boulot, etc. La journaliste qui voit bien qu'il faut arriver à trouver des complices. Enfin, on voit bien qu'on est dans la complexité de la vie. Et je trouve que c'est peut-être ça qui explique qu'on est hors genre, peut-être, parce qu'on est dans la complexité de l'existence, qui est une réalité absolument terrible aujourd'hui. On est en plein dedans. Et c'est, je crois, ce qui fait énormément la force de votre film, et qui est très bien aidé par des interprètes remarquables, parce que surtout les femmes. Parce que justement, on voit bien dans quel débat chacun se démène pour trouver la voie où je vais être le plus authentique possible par rapport à moi, mes convictions, mon histoire, etc. Enfin, franchement, bravo. Merci. Je considère que le spectateur est intelligent et qu'il a tout à fait en capacité de réfléchir et de se faire lui-même les idées, donc j'essaie de ne pas imposer des choses. Après, clairement, il y a mon point de vue de réalisateur, hein, voilà, j'ai choisi elle comme héroïne, plus que son père, quelque part, donc j'ai quand même un point de vue. Mais je pense qu'en effet, chacun a ses raisons, et je trouve ça intéressant que chacun exprime ses raisons, et puisse exprimer ses raisons. Et Samy a raison dans son combat, et même le beau-frère il a raison dans son combat quelque part. C'est juste qu'il est aveuglé par quelque chose, quoi. Il n'a pas le grand tableau, et c'est au spectateur de se faire le grand tableau, de se dire bah oui, mais il y a tous ces points de vue-là qui sont à prendre. Et c'est vrai, dans la crise qu'on vit actuellement, c'est hyper important de garder ça en tête, quoi. De garder ça en tête, que je pense que c'est pas facile d'être ministre de la Santé aujourd'hui. Que beaucoup de gens lui crachent dessus, parfois à raison, mais je pense que c'est très 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 compliqué, quoi. Et moi, si j'étais ministre de la Santé aujourd'hui, je ferais pas le malin. Président. Comment il va accueillir le festival Cinédosie? Super bien, c'était super. Il y avait 1200 personnes dans la salle, c'est très émouvant. En fait, une grosse salle, ça donnait un côté très tragique aux choses. Il y avait des silences très forts et non, c'était super. C'était vraiment super. C'était la première projection, la toute première projection du film. Les comédiens ne l'avaient pas vu, personne ne l'avait vu, donc c'était très impressionnant. Je peux dire une chose folle qui est arrivée là-bas. Après la projection, il y a un homme qui est venu me voir en me citant une liste d'usines à côté de Deauville et Trouville, par exemple. Elle a dit, là, il y en a une, elle fait des trucs épouvantables, tout l'air est dégueulasse, les gens payent une fortune pour être là, mais en fait, c'est horrible, ça ne se sait pas. Et tout en remontant jusqu'à la Seine, il y a 23 trucs, 23 usines épouvantables. C'était très détaillé et très... Il y a tel que moi qui le sais, personne ne le sait. Et moi, j'aurais bien relayé son message, mais je n'étais incapable, c'était trop documenté. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça existe. Même à Deauville. Même à Deauville. Une question sur votre intention quand vous faites ce film. Est-ce que vous savez, est-ce que vous voulez que comme dans les périodes de guerre, pour cette question de la pollution et de l'avenir de la planète, on ne peut pas être neutre. Si on est un héros, et autrement si on se tait, eh ben, on est souvent un salaud. Est-ce que c'était un peu votre sentiment, ou de cette façon de mettre le spectateur face à ses responsabilités, comme on l'a pu voir aussi dans un autre rôle de Olivier Gourmet l'année dernière sur ce travail, où tout d'un coup on ne peut pas voir, on ne peut pas savoir comment les choses nous arrivent. Je sais pas si quand on se tait on est un salaud, mais en tout cas, je crois que... non, Slimane il se tait pas parce qu'il est un salaud, il se tait parce que comme il dit à la fin, nous on nous donne pas la parole, quoi. On nous donne pas la parole. Il y a une situation de survie, il y a une pression permanente qui est mise sur les syndicats, une pression permanente de dire ah attention, parce que si vous dénoncez ça,
vous vous retrouvez au chômage. Ah, si vous faites ça, vous allez vous retrouver au chômage. Vous ne faites pas de sacrifice sur les... Ah, vous voulez garder votre 13e mois, on va fermer l'usine. Parce que là, on ne peut pas. Et on l'a vu 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, des usines qui gagnaient des milliards ou des millions et qui disaient ah non, là, si vous réclamez 100 balles de plus, non, on va devoir licencier tout le monde. Le chantage à l'emploi, il est là en permanence. Donc je ne crois pas que celui qui ne parle pas est un salaud. Par contre, celui qui parle, ça c'est sûr qu'il est hyper courageux. Et je pense que vraiment c'est un héros. Je pense qu'il y a vraiment des... Et en effet, peut-être que le héros moderne, il est là, il est celui qui va dire Moi, il y a un truc toujours paradoxal, c'est que mon père, il est arrivé en travaillant dans les mines, et ils ont fait des grèves, parce qu'ils disaient c'est pas possible tous ces mineurs qui vont perdre leur emploi et tout, alors qu'ils sont tous morts derrière de leur travail dans la mine. Il fallait les fermer, ces mines. Je veux dire, creuser du charbon, utiliser du charbon, aujourd'hui, on sait que c'est la pire chose qu'on fait sur la planète actuellement. En termes de pollution, en termes de changement climatique, c'est la pire chose. Et pourtant, il y a des pays qui continuent à creuser le charbon, et il va y avoir des mineurs qui, dans ces pays-là, manifestent en disant vous ne pouvez pas fermer les mines, vous allez nous mettre au chômage. Aurélie Filippetti a écrit un super bouquin là-dessus où elle explique que son père et son grand-père travaillaient dans les mines, ils sont venus pour travailler dans les mines, ils sont venus d'Italie pour travailler dans les mines de Lorraine. Et c'est la disparition de la classe ouvrière, je crois que ça s'appelle. Il est passionnant ce bouquin. Il est vraiment passionnant parce qu'elle explique comment ils s'accrochent à des avantages. Et en fait, ils s'accrochent plus à leurs avantages sociaux, au fait qu'ils faisaient corps quand ils travaillaient à la mine. C'était une société, ils étaient tous ensemble et ça, c'est à ça qu'ils s'accrochent plus qu'à leur boulot en fait. Et voilà, donc oui, je pense que c'est des héros modernes, mais c'est très très compliqué. Ils sont pris dans un système qui est très compliqué à dépasser. Je peux peut-être ajouter aussi que c'est vrai qu'il ne faut pas être en situation de survie pour faire la révolution. Bien sûr que c'est le peuple qui a fait la révolution de 1789, mais la révolution a été actée et mise en marche par la bourgeoisie. Si l'élite ne soutient pas la révolution, enfin ne fait pas la révolution, le peuple ne peut pas le faire, il se fait écraser, c'est tout. Donc en réalité, c'est quand on n'est plus dans une situation de survie qu'on peut vraiment changer les choses. Puisque quand on est dans une situation de survie, on ne peut que se bagarrer éventuellement et se faire écraser. On peut voir ce qui arrive avec les gilets jaunes, tous ces gens qui sont dans des situations de grande détresse, qui agissent aussi par la violence, hein, donc c'est très complexe. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être dans une situation de survie pour faire la révolution. Ça tombe bien, c'est le sujet du film suivant qui s'appelle Autonome de François Bégodeau. Merci beaucoup à tous les trois.